Des élections toujours entachées d'irrégularités, des constitutions régulièrement révisées, l'absence d'indépendance du législatif et du judiciaire vis-à-vis de l'exécutif, et au final des dirigeants qui s'éternisent au pouvoir. En 56 ans d'indépendance, et malgré l'avènement du multipartisme, les pays d'Afrique centrale affichent un retard considérable en matière de pratiques démocratiques. Comment expliquer l'impasse du processus démocratique dans ces pays? Avec vous, Sylvie Aboua-Bradwell, nous allons tenter d'apporter quelques réponses à ce qui est pour vous tout sauf une malédiction. Non, ce n'est pas une malédiction. Cette impasse est due principalement à des raisons historiques. L'absence d'anciennes structures démocratiques en Afrique centrale a favorisé l'émergence des autocrates qui s'appuient ou sur des loyautés ethniques ou sur des liens de corruption pour s'accaparer le pouvoir. Et il y a aussi, pour moi, la raison la plus importante qui est la tendance depuis plus de 1000 ans des élites africaines à se servir elles-mêmes et non pas à servir leur peuple. Et tant qu'on ne va pas changer cela, il n'y aura pas d'évolution. Pourtant, dans le passé, il y a des pays d'Afrique de l'Ouest qui étaient des dictatures militaires et qui ont connu plusieurs coups de force. Je pense notamment au Mali, mais également le Ghana et le Nigeria, qui aujourd'hui sont des exemples de démocratie ayant connu plusieurs alternances. Effectivement, la différence entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, c'est qu'en Afrique de l'Ouest, il y avait des vestiges démocratiques issus des anciens empires comme l'Empire du Ghana ou l'Empire du Mali. Et ces vestiges des structures démocratiques ont permis aux populations de l'Afrique de l'Ouest de surmonter plus rapidement les dictatures post-coloniales. Mais ces changements sont vraiment des changements d'apparat, pas de fond malheureusement. Mais alors comment expliquer la faille de l'Afrique centrale, puisque malgré tout, en Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale, on a connu un peu le même parcours. Accession à l'indépendance, parti unique, multipartisme et puis régime présidentiel. Oui. Régime présidentiel avant le multipartisme d'ailleurs. Oui, la raison, c'est d'abord la façon dans laquelle les dirigeants arrivent au pouvoir. Comme vous avez par exemple des tendances dynastiques comme au Gabon et même en République démocratique du Congo. Et au Togo il y a aussi, également. Effectivement, et au Togo. Et il y a aussi le fait que les chefs d'État tendent à accaparer le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, et il n'y a pas de séparation de pouvoir. Et tous les systèmes se mettent en place pour servir un système particulier et pas les populations. Et c'est quelque chose qu'il faut lamenter et on doit s'atteler à changer cela. Il y a pourtant eu des signes de changement avec l'avènement du multipartisme et même au lendemain l'avènement des conférences nationales, puisqu'on a mis en place pour contrôler les élections des cours constitutionnels, mais également des commissions indépendantes. Rien n'a changé pour vous? Rien n'a changé parce qu'en fait, on n'a pas changé de mentalité. La mentalité selon laquelle on veut bénéficier du pouvoir et non pas bénéficier le peuple. Il y a aussi le fait que les pouvoirs législatifs et exécutifs et aussi judiciaires sont là pour servir des systèmes, pas les populations. Et tant qu'on ne va pas changer cela, on n'aura pas d'évolution. Madame, ce n'est pas un problème d'alternance politique en tant que tel, ce n'est pas un problème de personnalité en tant que tel, c'est un problème de système et c'est un problème de mentalité qu'il faut s'atteler à changer. Il y a quand même tout le leadership des hommes politiques qui est en cause. Effectivement, il y a le leadership qui est en cause, mais je trouve que nous devons comprendre que quand il y a un dictateur, ce n'est pas seulement une seule personne, c'est tout un système qui participe à cela. Et je trouve que toutes les sociétés civiles devraient s'atteler à faire changer cela et aussi les forces vives. Et tant qu'on va dire qu'on laisse les choses aux politiciens, on ne va pas progresser parce que nos pays, ce sont des pays qui sont en pleine construction et nous devons nous atteler à changer d'abord la mentalité et aussi à comprendre qu'il nous appartient à nous de créer les pays que nous voulons. Ça ne va pas venir de soi. Il y a une faillite des élites africaines, selon vous? Oui, effectivement, madame. Depuis des siècles et des siècles, on s'attelle à exploiter nos populations et non pas à construire nos pays. Et je trouve aussi que nous devons comprendre que nous ne pouvons pas juste
dire que bon, les exploitateurs sont venus de l'extérieur. Nous aussi, on s'est attelé à exploiter nos peuples. Et c'est pour ça que vous avez des cas comme les Panama Papers et les Africains sont là-dedans. Tant qu'on ne va pas mettre ce que nous produisons au service de nos peuples et de nos pays, on ne va pas progresser. Et je vais dire quelque chose qui va surprendre vos téléspectateurs, mais c'est que en fait, les systèmes et les politiciens reflètent souvent les sociétés. Et je trouve qu'on a les dictateurs qu'on mérite en Afrique centrale. Alors, plusieurs analystes pensent également que le régime présidentiel n'est pas adapté aux États africains. Il vaudrait mieux tendre vers un régime parlementaire. Est-ce que vous partagez cette analyse? Je suis d'accord avec cela. Parce que, en fait, le problème du régime parlementaire, c'est que il n'est pas adapté aux sociétés avec les différences culturelles et les le régime présidentiel, vous voulez dire? Oui, le régime présidentiel, pardon, n'est pas adapté aux réalités de nos pays où il y a des différences ethniques, des différences religieuses. Le système parlementaire permet une représentation beaucoup plus vaste et c'est un système qu'on devrait adopter parce que c'est même plus adapté à l'Afrique qui, voyez-vous, est à la base démocratique. L'Afrique est démocratique. Alors, ce qu'on constate en Afrique, c'est que les régimes parlementaires existent surtout dans les anciennes colonies britanniques. Britanniques, parce que bon, ils ont adapté leur système des systèmes britanniques. Mais je trouve qu'on peut prendre cela et extrapoler et mettre cela en pratique en Afrique centrale. Et en fait, il y a des exemples où la démocratie fonctionne en Afrique centrale. On a par exemple le Sao Tomé où les choses vont bien et on pourrait adapter ce modèle à d'autres pays d'Afrique centrale. Mais y a-t-il une explication à la belle démocratie, plutôt une explication au développement démocratique de Sao Tomé, qui est une exception en Afrique centrale, comme vous le relevez? Et effectivement, il y a des raisons historiques que, contrairement à d'autres pays d'Afrique centrale qui viennent d'une élite corrompue depuis très longtemps, il y a une différence culturelle en Afrique, au Sao Tomé, parce que il y a eu beaucoup d'immigration et ces gens-là n'ont pas eu le temps et la possibilité de s'implanter et d'exploiter la population durant des siècles comme ça s'est passé dans d'autres pays de l'Afrique centrale. Alors, quelle solution vous proposez, Sylvie Yeboah Ratael? D'abord, il faut prendre conscience du fait que nous avons la capacité de changer les choses. Et deuxièmement, nous devons mettre en place des mécanismes et des systèmes qui vont nous permettre d'évoluer et d'avoir de véritables alternances démocratiques. Et troisièmement, nous devons aussi comprendre qu'il n'y a pas de malédiction, il y a juste une question de volonté. Et quand on aura la volonté, on pourra progresser. Alors, vous dites également que même si l'Afrique de l'Ouest, en apparence, affiche des résultats ou des pratiques démocratiques plus en avance que les pays d'Afrique centrale, ce n'est que de la façade. Effectivement, c'est de la façade. Pourquoi? Parce qu'on constate que les gens qui arrivent au pouvoir en Afrique de l'Ouest sont souvent issus des systèmes et qui ont été en collaboration avec les anciens présidents pendant très longtemps, ou bien ils étaient des anciens ministres ou des premiers ministres. Et il y a aussi le fait que l'élite est là. Et c'est la même, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement en tant que tel. Et c'est pour ça que je dis que tant en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest, il faudra d'abord un changement de mentalité et un changement qui dira que bon, on s'attelle à servir le peuple et non pas à nous servir nous-mêmes. Alors, en comparant les dirigeants actuels aux dirigeants précédents, notamment les pères des indépendances, qu'est-ce qui les différencie? D'abord, il y a la différence de vision. Les pères des indépendances avaient une vision de se libérer des colonisateurs. Et je trouve qu'il y avait là un très grand problème où on n'a pas compris que l'exploitation qu'on reprochait aux colonisateurs, on pouvait aussi faire cette exploitation nous-mêmes. Et c'est parce qu'il n'y a pas eu les mécanismes en place. Il y a une reproduction du modèle. Effectivement, un modèle d'oppression qu'on a pris de l'extérieur et qui est toujours là. Et je trouve que les dirigeants actuels s'attellent juste à se bénéficier eux-mêmes. Ils n'ont même pas
le bénéfice d'une vision comme ceux qui étaient là avant. Et c'est pour cela que je trouve que la société civile et les forces vives devraient s'impliquer et présenter une vision alternative, de la même façon que les sociétés occidentales ont été pendant des siècles et des siècles basées sur l'exploitation de la majorité par une petite élite. Nous aussi, on devrait changer nos sociétés en présentant des modèles de société alternatifs. Mais on a toujours reproché aux sociétés civiles africaines de ne pas être toujours des contre-pouvoirs, mais d'être attirées par le pouvoir politique. Effectivement, ça c'est un bon point parce que nous devons comprendre que l'accès au pouvoir ne devrait pas être une fin en soi. Ça devrait être une façon parmi tant d'autres de servir le peuple. Et c'est pour ça que je dis que on a les leaders qu'on mérite. On devrait s'atteler à changer de mentalité et à faire en sorte qu'on ait un véritable changement. Et cela veut dire qu'on soit journaliste, qu'on soit écrivain ou professeur ou quoi que ce soit, on devrait toujours se demander qu'est-ce que j'apporte à la société et qu'est-ce que je fais pour que ma société évolue. Pas seulement critiquer une seule personne qui est le chef de l'État parce que les choses ne fonctionnent pas souvent comme ça. Alors, vu de Londres où vous résidez, Sylvie Aboah-Bradwell, comment sont perçues les évolutions démocratiques des pays africains? Malheureusement, depuis que les Anglais ont eu leur élection en juin, on ne parle même pas beaucoup de l'Afrique. Mais moi, je trouve que c'est aux Africains eux-mêmes de se façonner une image et aussi d'évoluer et de présenter une société qui est différente de la société actuelle. Parce qu'on a l'impression qu'on recule au lieu d'avancer. Et je trouve que c'est à nous de prendre conscience du fait qu'il nous appartient de présenter une vision différente. Sylvie Aboah-Bradwell, je vous remercie. Merci.